Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau pour ce webinaire consacré à un sujet que nous rencontrons tous régulièrement en pratique clinique. C'est la prise en charge ventilatoire des exacerbations des troubles obstructifs. Ce sont en fait des situations souvent stressantes au lit du malade où les décisions doivent être rapides, raisonnées, adaptées à une physiopathologie qui peut être parfois piégeuse. Entre la place désormais de la ventilation non invasive et ses limites et le recours parfois forcé à la ventilation invasive, les stratégies ne sont toujours pas consensuelles. C'est très simple, c'est de partager l'expérience, de confronter les pratiques, de revenir aux bases, de vous donner des messages clairs et applicables dès demain dans vos services. Nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui professeur Pierre Hussan, qui est professeur agrégé en anesthésie et réanimation du CHU Mohamed VI Doujda et qui est aussi chef de service, que je remercie chaleureusement pour son temps consacré et son intérêt à ce webinaire. Je remercie qui est professeur assistant à la Fondation Mohamed d'avoir fait du sujet et je cède la parole au professeur Pierre Hussan. Bonsoir tout le monde. C'est bon, on peut commencer? Par rapport au partage de la présentation qu'on va régler tout de suite, excusez-nous. Vous arrivez à voir la présentation? Oui, il faut juste l'agrandir. Impeccable. Parfait. Merci beaucoup, Kenza. Allez, professeur Pierre, c'est pour vous. Donc, bonsoir à tous. Merci tout le monde. Désolé pour ce petit retard. Je voulais vous remercier pour l'invitation et aussi pour votre initiative. Ça fait des années qu'il fallait commencer ce club des jeunes de l'ASMAR. Et je voudrais remercier Safa pour le grand travail qu'elle fait, à part le travail qu'elle fait au service. Elle essaie de participer activement au club des jeunes de la SMAR. Donc, sans plus tarder, je commence par introduire ce sujet qui est les troubles ventilatoires obstructifs. Eh bien, pour définition, les troubles ventilatoires obstructifs, ils vont être définis par une diminution des débits expiratoires, se traduisant, cette diminution des débits expiratoires, elle va se traduire par une baisse du VMS, qu'on appelle le VMS, qui est le volume expiratoire maximal à la première seconde, qui va être plus importante que la baisse de la capacité vitale, ce qui va entraîner une diminution du rapport de Tifno, qui est le VMS sur la capacité vitale. Et ce rapport, s'il est inférieur strictement à 0,7, comme vous le voyez ici sur la diapo, eh bien, ça permet de diagnostiquer un trouble ventilatoire obstructif qui peut être réversible ou irréversible sous traitement bronchodilatateur qu'on verra tout de suite. Donc là, c'est un rappel spirométrique vous voyez à gauche un patient en BPCO et à droite, c'est un patient qui est asthmatique. On a un rapport de Tifno, je ne sais pas si on peut, si vous voyez la souris, un rapport de Tifno qui est à 69 pour les patients en BPCO. Plus grave encore, il est à 57 chez le patient asthmatique. Donc, vu que ce rapport de Tifno, il est inférieur à 0,7, donc ça permet de nous diagnostiquer
un trouble ventilatoire obstructif. Et dès l'instauration du traitement bronchodilatateur, on note que le rapport de Tifno monte à 76 chez ce patient asthmatique avec un gain de plus de 600 millilitres en VMS. Donc, c'est un trouble qui est, vu que le rapport de Tifno dépasse les 70%, donc c'est un patient qui est asthmatique vu la réversibilité sous traitement bronchodilateur, alors que pour les patients qui sont en BPCO, là, le rapport peut être partiellement, voire irréversible sous traitement bronchodilateur. Donc là, eh bien, euh, comment on va définir ces deux pathologies? Eh bien, on va commencer par la BPCO. Il y a plusieurs définitions qui ont été proposées dans la littérature. Il y a la première définition ancien qui était longtemps utilisée et qui repose sur trois critères. L'augmentation de la dyspnée, l'augmentation du volume des expectorations, mais aussi l'augmentation de leur purulence. Mais cette définition, elle était surtout proposé pour le suivi des patients qui étaient sous antibiothérapie. Il y avait aussi d'autres définitions, notamment les recommandations de la Société française de pneumologie qui le définissaient par des exacerbations, principalement par la majoration ou l'apparition de symptômes, notamment la toux, les expectorations ou la dyspnée. Enfin, il y a une équipe londonienne qui a suivi ces patients en exacerbation de PPCO, qui c'était un suivi longitudinal d'une cohorte de patients, et ils ont essayé de séparer deux entités ou deux principaux symptômes. Des symptômes majeurs qui sont la dyspnée, la purulence et le volume des expectorations, et des symptômes mineurs qui sont le sifflement thoracique, la toux, les maux de gorge. Et les exacerbations de BPCO étaient définie par la survenue sur au moins 2 jours successifs de deux critères majeurs qui survenaient ou qui s'aggravaient, ou un critère majeur et un critère mineur. Vous voyez que dans toutes les définitions, on ne parle que des signes cliniques. Donc, à côté de tout ça, il fallait inclure la réponse au traitement habituel. Est-ce qu'il y avait des modifications à la réponse au traitement habituel? Eh bien, actuellement, euh, il n'existe pas de consensus pour définir exactement une exacerbation de BPCO. Il faudrait donc tenir compte de l'aggravation des éléments cliniques, notamment la dyspnée, la toux. Le recours au traitement habituel doit être inclus dans le cadre d'une insuffisance respiratoire aiguë menaçant. Donc, concernant l'asthme, eh bien, sur le plan nosologique, le terme d'asthme aigu grave a remplacé celui d'état de mal asthmatique qui était trop restrictif. Donc, au début, on définissait l'asthme, pardon, comme une crise ne répondant pas au traitement bronchodilateur. Actuellement, si on peut passer à l'autre diapo, s'il te plaît, Kenza. Donc là, actuellement, eh bien, l'asthme va être défini. Non, celle d'avant. Euh, non, avant. Parfait, c'est celle. Merci beaucoup. Non, non, celle d'après. Celle. Parfait. Donc, actuellement, il est défini par les sociétés savantes comme une crise inhabituelle caractérisée par l'aggravation des symptômes avec une obstruction bronchique particulièrement sévère, se manifestant par la diminution des rapports qu'on avait vus tout à l'heure, notamment la VMS sur CV, et ça peut menacer le pronostic vital à court terme. Pour les anglo-saxons, cette définition reste peu précise car elle regroupe dans une même entité les crises potentiellement mortelles. Donc, ils ont séparé l'asthme aigu grave et l'asthme aigu très grave. Ce dernier regroupe toutes les formes avec des signes de détresse respiratoire, détresse vitale en général, détresse vitale imminente, et probablement, c'est des patients qui doivent être intubés en urgence. Donc, sur le plan physiopathologique, on peut passer à la prochaine diapo, s'il te plaît.
Merci. Donc, sur le plan physiopathologique, eh bien, ça commence toujours avec un facteur déclenchant, que ce soit l'inhalation de fumée de cigarette, un allergène, une infection virale ou euh, bactérien, ça va entrer en contact avec l'épithélium bronchique ou alvéolaire et ça va provoquer une agression et une activation de cet épithélium, ce qui va entraîner une exsudation plasmatique avec un recrutement de cellules inflammatoires au niveau de cette muqueuse bronchique. Tout ça va entraîner une cascade de réactions inflammatoires, comme vous voyez sur l'image, ce qui conduit à une infiltration persistante du tissu pulmonaire par les polynucléaires, les mastocytes, les PNK, les lymphocytes, etc. S'il te plaît, si on peut passer à la prochaine diapo, eh bien, vous voyez que ici, pour les patients BPCO, ça va être principal. Cette cascade de réactions inflammatoires va provoquer, non, s'il te plaît, celle d'après, pardon, celle d'avant. Non, non, avant, avant, c'est celle-là. Donc, cette réaction, non, celle d'après. Donc, ici, on voit que cette réaction cette cascade de réactions inflammatoires pour les patients BPCO qu'on va voir à gauche, eh bien, elle va être responsable de la production d'anticorps, notamment les anti-élastines, qui vont aboutir à la dégradation des produits de la matrice extracellulaire, tels que l'acide hyaluronique, le collagène et l'élastine. Ça va entraîner une altération structurelle au niveau des voies aériennes et ça va entraîner de l'emphysème. On va noter aussi l'activation des cellules inflammatoires d'ordre neutrophilique. Non, non, on reste sur d'ordre trophilique toujours à votre gauche. Et donc, ça va là aussi entraîner une altération des petits vaisseaux et ça va aggraver cet emphysème. Contrairement aux patients asthmatiques à droite, pardon, eh bien, cette réaction inflammatoire elle est d'ordre eosinophilique avec une stimulation par des IgE spécifiques des mastocytes va être responsable directement d'une hyperréactivité. Euh, à la diapo d'après, s'il te plaît. Donc, ces mécanismes inflammatoires vont être responsables de l'obstruction bronchique plus elle est vraiment diminuée par rapport à cette lumière bronchique qui peut être normale. Donc, ces mécanismes inflammatoires vont être communs à notamment par l'augmentation de les voies aériennes distales, surtout pour les patients BPCO, intéresser même les branches de petits et de gros calibre pour les patients. Et cette augmentation de douleur, elle concerne surtout toutes les couches euh, hypertrophie des glandes muqueuses, par l'hypertrophie des muscles lisses, mais aussi par l'augmentation de la sécrétion des mucus qui va obstruer ces lumières bronchiques. En plus, on va avoir une augmentation du tonus des muscles lisses bronchiques et une hypersécrétion par les glandes séromuqueuses. Tout ça va entraîner une réduction de la lumière bronchique. Une particularité des patients BPCO que vous voyez à droite, c'est qu'il va y avoir, comme j'ai dit, une perte structurelle de l'élasticité alvéolaire et ça va entraîner de l'emphysème pulmonaire avec une perte de l'élasticité pulmonaire et alors les voies respiratoires vont avoir tendance à se fermer plus rapidement et on aura un piégeage d'air, comme vous le voyez, avec de l'emphysème. On peut passer. Donc, quels sont les points communs? Bien sûr, c'est l'obstruction et l'inflammation. Quelques points, quelques différences, c'est que pour les patients asthmatiques, ça va être principalement une inflammation eosinophilique avec une hyperréactivité bronchique, mais elle est réversible après l'instauration des traitements bronchodilateurs
pour la BPCO, d'autres neutrophiliques avec des lésions irréversibles des voies aériennes et du parenchyme pulmonaire, ce qui va entraîner de l'emphysème. Donc, on passe, s'il te plaît, à l'autre diapo. Donc là, c'est lorsque l'exacerbation, que ce soit une exacerbation d'asthme ou de BPCO, il y a, comme on a dit tout à l'heure, le qualitatif obstructif qui fait référence à la difficulté du passage à travers les bronches, surtout lors de l'expiration. Et donc, le débit expiratoire va être diminué. On aura euh, sur le schéma, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à voir la souris, sur le schéma en haut à droite, il y a une obstruction au niveau bronchique et alors on va avoir un piégeage d'air, ce qui va entraîner une augmentation du volume résiduel et une augmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle. Dans la BPCO, il existe de l'emphysème avec des parois alvéolaires détruites qui va agrandir cet espace aérien, ce qui entraîne un piégeage d'air, comme j'ai dit, et c'est ce qu'on va appeler l'hyperinflation dynamique. On peut passer à la diapo suivante, merci. Donc, la distension dynamique ou l'hyperinflation dynamique, elle va être liée étroitement à la dyspnée. Plus on va avoir une distension dynamique au cours de la ventilation, plus on va avoir une dyspnée qui s'aggrave. Vous voyez que comment on va définir ces distensions dynamiques? C'est un volume télé-expiratoire qui est différent du volume de relaxation. Normalement, à l'état normal, ces deux volumes, le volume de relaxation doit être égal au volume télé-expiratoire du poumon. On va expliquer ça plus en détail. Si on peut passer, s'il te plaît, à la diapo suivante. Donc, vous voyez que ici, en bas, bien, qu'est-ce qui arrive? Le temps expiratoire théorique nécessaire est augmenté chez ces patients parce que, il y a une obstruction bronchique et la vidange pulmonaire est ralentie. Quand vous voyez en noir, en bas en noir, le cycle respiratoire normal, c'est une inspiration suivie d'une expiration. Mais quand on a une obstruction bronchique ou un trouble ventilatoire obstructif, le temps d'expiration il est plus lent et il va être interrompu par un nouveau cycle inspiratoire. Au fur et à mesure, on va se retrouver avec un volume télé-expiratoire, ici en rouge, un volume pulmonaire de fin d'expiration qui va être plus il va être supérieur à la capacité résiduelle fonctionnelle. Et par conséquent, on va avoir une accumulation progressive d'un volume au niveau du poumon qui est l'autopée. Donc, en plus, cette hyperinflation dynamique, elle va être à l'origine de la dyspnée et de l'intolérance à l'effort par l'élévation de la charge inspiratoire et de la réduction des capacités diaphragmatiques. Je m'explique. Donc, à l'état normal, vous voyez que sur le schéma à droite, la pression alvéolaire, elle va être égale à la pression atmosphérique en fin d'expiration. Et alors, par une inspiration, faire rentrer de l'air faire rentrer de l'air parce que la pression atmosphérique va être supérieure à la pression alvéolaire quand on va distendre notre thorax. Par contre, chez ces patients en trouble ventilatoire obstructif, eh bien, qu'est-ce qui arrive? On aura une élévation de la pression alvéolaire télé-expiratoire parce que le poumon ne revient pas à sa position d'équilibre. Et donc, cette pression alvéolaire, elle est positive par rapport à la pression atmosphérique. Et donc, il nous faudra une charge respiratoire ou une charge mécanique supplémentaire en début d'inspiration. Vous le voyez en bas en rouge. Donc, une charge supplémentaire pour essayer de faire entrer l'air au niveau pulmonaire. Et donc, notre patient, il va commencer à inspirer difficilement
car il doit surmonter la pression télé-expiratoire positive résiduelle et la fin de l'inspiration va être plus difficile parce qu'il doit distendre un poumon qui est moins élastique. En plus, pour ce qui est du diaphragme, eh bien, quant au diaphragme, il va être aplati, raccourci à cause de cette distension dynamique qui diminue sa capacité à produire une force inspiratoire. L'ensemble de ces conséquences de la distension thoracique dynamique va contribuer à rompre cet équilibre entre la capacité musculaire, la capacité diaphragmatique et la charge mécanique inspiratoire. Cliniquement, comment ça va se manifester? C'est principalement une augmentation du travail respiratoire avec des signes de lutte qui vont conduire à l'épuisement respiratoire. On peut passer à la diapo suivante. Donc, merci. Ces différents mécanismes physiopathologiques, ils vont induire une hypoventilation alvéolaire et ça va entraîner à une altération des échanges gazeux avec de l'hypoxie et de l'hypercapnie par une augmentation des inégalités des rapports ventilation-perfusion dans les différents territoires. Cet effet il va être amplifié par l'augmentation de la consommation en oxygène par les muscles respiratoires. En plus, vous le voyez en bas à gauche, cette obstruction des petites branches provoquée par ce trouble ventilatoire obstructif, elle va entraîner un effet Shunt qui est plus important parce qu'on va avoir des zones qui sont perfusées mais non ventilées à cause de ces obstructions. Et en plus, vu qu'il va y avoir des alvéoles qui sont surdistendus, ils vont comprimer les capillaires au niveau alvéolaire et là aussi, ça va entraîner une aggravation de l'effet espacement avec des zones qui sont ventilées mais non perfusées. Je peux passer, s'il te plaît. Comme vous vous en doutez, eh bien, vu le rapport qu'il y a entre le cœur étroit qu'il y a entre le cœur et le poumon, on va avoir un retentissement hémodynamique euh, de cette autopèpe résultant de l'hyperinflation dynamique. Elle va entraîner une accentuation de la négativité inspiratoire de la pression intrathoracique et augmente ainsi le travail respiratoire. Donc cette augmentation du travail respiratoire, ça va augmenter la consommation en oxygène et ça va entraîner une activation sympathique. Cette activation sympathique va entraîner une tachycardie pour augmenter le débit cardiaque. En plus, la négativité de la pression intrathoracique, elle va entraîner une baisse de la pression au niveau de l'oreille droite, ce qui va augmenter le débit, le retour veineux et donc le débit cardiaque. On peut passer à la diapo suivante, merci. Donc, simultanément, on va avoir une augmentation de la pression intra-abdominale qui accroît la pression systémique moyenne, ce qui entraîne une augmentation du gradient de pression du retour veineux. Cependant, cette force négative inspiratoire elle peut être très basse par rapport à la pression intra-abdominale, ce qui peut provoquer, lors d'une inspiration profonde, un collapsus de la veine cave inférieure. Ceci va être plus grave chez les patients hypovolémiques. C'est pour ça qu'il est recommandé de remplir ces patients. Donc, on peut passer, merci. Donc, d'un autre côté, eh bien, la distension dynamique va entraîner la compression des vaisseaux pulmonaires. En fait, l'hyperinflation pulmonaire, elle augmente la pression intra-alvéolaire, ce qui va entraîner un collapsus des vaisseaux intra-alvéolaires et ça va entraîner une gêne à l'éjection du VD, voire une dilatation du VD. En plus, il existe une augmentation du gradient de pression extramurale entre le secteur alvéolaire et le secteur intrathoracique lors d'une inspiration. Et là aussi, ça va entraîner une gêne à l'éjection du ventricule droit. Ces phénomènes vont être responsables d'une augmentation du volume télédiastolique du ventricule droit, voire une dilatation du ventricule droit. En plus, en cas d'hypoxie, la vasoconstriction pulmonaire de l'artère pulmonaire hypoxique va là aussi augmenter la post-charge du VT et ça va entraîner de l'HTAP.
Donc là, c'est juste un petit rappel sur le pouls paradoxal. Je vais passer rapidement. C'est un signe de gravité, mais il n'est pas recommandé de le chercher en routine parce que sa réalisation est difficile et elle ne modifie pas la prise en charge. Donc, on passe au diapo suivant, s'il te plaît. Donc, pour le traitement médical, en première intention, premièrement, ces objectifs vont être de réduire l'inflammation et lever la bronchoconstriction. En première intention, on peut utiliser les bêta-domimétiques, oui, ils ont une action bronchodilatatrice et ça permet de relaxer les muscles lisses. On peut utiliser les anticholinergiques, là aussi, ils ont une action bronchodilatatrice, ils permettent une relaxation des muscles lisses et de diminuer les sécrétions du mucus. La corticothérapie, malgré que ça va agir un petit peu plus tard dans les 4 à 6 heures, mais il est toujours recommandé de l'utiliser parce que ça permet d'inhiber la transcription génétique des médiateurs inflammatoires. En deuxième intention, eh bien, on a le sulfate de magnésium et l'adrénaline. Là aussi, c'est toujours recommandé de les utiliser. On passe, s'il te plaît. Donc, récemment, on a commencé à discuter l'utilisation de nouveaux traitements par rapport aux patients asthmatiques en exacerbation d'asthme. Ce sont les anti-interleukine 5, mais leur utilisation dans la prise en charge des patients en crise d'asthme aiguë aux urgences a démontré une réduction significative du taux des eosinophiles ainsi que la fréquence et la gravité des prochaines crises. Donc, il n'y a pas d'intérêt à l'utiliser en urgence parce que ça va agir sur les prochaines crises. Bien que bien, ces données sont limitées actuellement, il y a juste des observations cliniques et un seul essai contrôlé randomisé. On passe, s'il te plaît. Euh, Là, c'est des récentes études qui discutent l'intérêt des anticorps monoclonaux et des inhibiteurs de la cytokine chez les patients en BPCO. Mais là aussi, ça a le même effet, ça va agir sur les prochaines crises et la plupart de ces essais sont en cours toujours. Donc, comment ventiler ces patients? Est-ce qu'on peut utiliser de la VNI ou il faudra passer directement à une ventilation invasive? Tu peux passer, pas de souci. Donc, merci. Donc, l'intérêt de la VNI, selon la littérature, l'administration de la VNI se fait en première intention chez les patients admis pour une insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique secondaire à une exacerbation de BPCO. Des études prospectives ont démontré ces bénéfices en réduisant l'acidose, en réduisant l'hypercapnie, la dyspnée, mais aussi en réduisant les conséquences du travail respiratoire. Et plusieurs essais contrôlés randomisés avec des méta-analyses qui ont conclu que la VNI dans l'exacerbation de PPCO a permis de réduire la durée d'hospitalisation, a permis de réduire le taux de mortalité et aussi le recours à l'intubation et la ventilation mécanique. Donc, l'intégration de la VNI dans le traitement des patients BPC, en crise, en exacerbation de BPCO est obligatoire. On peut passer. Merci. Donc là, c'est l'intérêt de la VNI by level. Les résultats de nombreuses études ont conclu à des recommandations préconisant que la VNI a 2 niveaux de pression chez les patients en exacerbation de PPCO. C'est des recommandations fortes avec des niveaux de preuve élevés. Donc cette VNI doit être proposée chez les patients avec un pH inférieur à 35, une pH supérieur à 45 et une fréquence respiratoire élevée entre 20 et 24 cycles par minute, malgré bien sûr un traitement médical adéquat. Mais en cas d'aggravation, eh bien, il faut penser à intuber ces patients. Tu peux passer. Merci. Donc, l'objectif de la VNI va être, bien sûr, l'hypercapnie associée aux exacerbations aiguës est attribuée à l'hypoventilation alvéolaire et à une augmentation de la ventilation des espaces morts. Donc, la VNI va nous permettre, comme vous voyez sur le schéma, elle va permettre de recruter, vous voyez, elle va lever cette obstruction, elle va permettre de recruter par l'application d'une PEP
externe. C'est une PEP qu'on va appliquer, une PEP positive. De plus, cette PEP va permettre de soulager les muscles inspiratoires en réduisant la force inspiratoire négative nécessaire pour vaincre la PEP intrinsèque qu'on avait vu tout à l'heure. Et ça va permettre même de déclencher une respiration assistée. Cette assistance ventilatoire délivrée en plus de la PEP va permettre de favoriser l'augmentation du volume courant et ça va permettre d'accroître la ventilation alvéolaire. Par conséquent, on va avoir une augmentation du volume courant, une diminution de la fréquence respiratoire, mais aussi une augmentation de la ventilation minute. Il en résulte alors une amélioration de l'hypercapnie, de l'hypoxie et même une réduction du travail respiratoire. Donc là, c'est juste une diapo qui vous montre l'intérêt les indications, on va dire, de la VNI, mais, pardon, les contre-indications de la VNI, les contre-indications absolues, mais aussi les contre-indications relatives, mais aussi, ça va permettre, il y a des signes pour identifier les signes en faveur d'un échec qui vont permettre d'évaluer l'échec de la VNI. Comme vous voyez ici, chez les patients avec un trouble de conscience, une tachypnée supérieure à 30, un pH inférieur à 25, un état de choc, là, c'est des patients chez qui la VNI risque de ne pas être efficace. Il faudrait probablement les intuber directement. On peut passer, s'il te plaît. Donc, alors, le choix des paramètres initiaux intéresse le réglage de la pression, premièrement positive inspiratoire, mais aussi la pression positive expiratoire. Et là, le volume courant délivré à ces patients, il va être déterminé par cette pression inspiratoire, mais aussi par la pression expiratoire. C'est la différence entre les deux. Et plus le volume courant est important, meilleure la ventilation alvéolaire. Et bien sûr, pour avoir une ventilation alvéolaire efficace, il faudrait que la fréquence respiratoire soit stable. Il n'existe pas de méthode pour choisir un paramètre initial. Et donc, nous suggérons, ou ça a été suggéré sur plusieurs études, de commencer avec une pression inspiratoire entre 8 et 12. Idéalement, c'est une pression à 10 qui est le plus couramment utilisé, avec une PEP entre 3 et 5. Et là, c'est sur les différentes études, une pression à 5, c'était ce qu'on utilisait le plus souvent. L'objectif, c'est d'avoir un volume courant à 6 millilitres par kilo. Les FiO2, elle va être réglée selon les besoins, selon l'oxygénation du patient. On va l'adapter à la saturation avec un objectif de saturation aux alentours de 92. Ça a été déconseillé de débuter avec des pressions inspiratoires élevées car cela pourrait aggraver l'hyperinflation lors de l'exacerbation de BPCO et augmenter encore plus la PEP intrinsèque et ça peut contribuer à l'apparition d'asynchronie. Donc, à ma connaissance, aucune étude randomisée contrôlée n'aborde le titrage de la VNI à deux niveaux de pression dans les exacerbations de BPCO. Donc, sur cette étude, on suggère d'augmenter progressivement la pression inspiratoire par des paliers de 2 selon la tolérance du patient jusqu'à atteindre un maximum entre 20 et 30 cm d'eau sur une période entre 10 et 30 minutes. Bien sûr, si l'oxygénation reste insuffisante, on peut même augmenter la PEP jusqu'à atteindre une PEP de 8 à 10 si la pression plateau nous le permet. Et bien sûr, sur cette étude, il faudra surveiller nos patients, premièrement cliniquement. Tu peux passer, s'il te plaît, pour... Très bien. Donc, on peut surveiller nos patients cliniquement, que ça soit, on peut surveiller la dyspnée, la difficulté inspiratoire, l'utilisation des muscles accessoires, mais on pourra aussi surveiller l'amélioration des échanges gazeux par l'intermédiaire du pH, de la PaO2 et de la PaCO2.
Je vais essayer de faire un petit peu plus vite. Donc, malgré... donc là, on a vu que la VNI était efficace chez les patients en BPCO. Mais malgré que ces patients-là, ils ont une physiopathologie similaire à l'asthme, eh bien, pour les patients asthmatiques, il n'existe pas de preuve aussi solide de l'efficacité de dans l'exacerbation d'asthme. Donc, seuls quelques essais cliniques randomisés. Non, non, tu peux partir, merci. Donc, mais il y a quelques. Non, non, c'est bon, tu peux laisser. Celle d'avant. Parfait. Donc là, c'est quelques essais randomisés qui ont tenté d'étudier les bénéfices potentiels de la VNI dans les exacerbations d'asthme. Et malgré certains bénéfices, ces essais ne sont pas suffisamment puissants pour indiquer l'utilisation de la VNI chez ces patients en exacerbation d'asthme. Tu peux te passer, s'il te plaît. Merci. Donc là, à droite, c'est un article qui était publié dans le New England Journal. Et il y a, c'est en 2025. Et les auteurs ont réalisé une revue systématique de la littérature plus une méta-analyse pour mettre à jour les preuves disponibles en incluant des essais randomisés récents et des études observationnelles. Et voir est-ce que la VNI va être associée, bien sûr, associée au traitement médical, va permettre d'améliorer l'asthme aigu grave ou les exacerbations d'asthme aigu grave. Donc, comme résultat, on s'est retrouvé avec une amélioration de l'utilisation des muscles respiratoires et une réduction du taux d'intubation, mais sur le plan amélioration de la dyspnée, amélioration des données spirométriques et mortalité, eh bien, c'était statistiquement non significatif. Donc, on conclut par ces données que eh bien, ça suggère que le taux d'intubation pourrait être réduit grâce à la VNI, mais vu la faible qualité de preuve, il faudra utiliser avec prudence cette technique. Compte tenu de ces résultats, eh bien, les patients présentant, non, non, tu peux laisser, les patients qui vont présenter une exacerbation aiguë d'asthme pourraient bénéficier d'un essai de VNI, mais sans retarder l'intubation. À droite, c'est un deuxième article. Là, sur ce deuxième article, eh bien, il y a une insuffisance respiratoire. On voit très bien que chez les patients asthmatiques, on va se retrouver avec une insuffisance respiratoire hypoxique plutôt qu'hypercapnie. Quand on est au stade d'hypercapnie, c'est qu'il y a de l'épuisement respiratoire et donc c'est des patients qui doivent être intubés. Et bien sûr, malgré l'augmentation de la fréquence de l'utilisation de la VNI dans différents centres, l'échec de la VNI peut être associé à une élévation du taux de mortalité et à des durées d'hospitalisation plus longues. Donc finalement, l'utilisation de la VNI lors de l'exacerbation d'asthme reste très controversée. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc là, c'est les recommandations de la SFMU, la SRLF et la Société française de pédiatrie. Eh bien, ils disent qu'on ne peut pas vous donner de recommandations parce qu'il n'y a pas assez d'études qui s'intéressent à cette population de patients. Et même pour l'oxygénothérapie à haut débit, il n'y a pas d'études assez robustes pour avoir des recommandations. Donc, on passe, s'il te plaît. Et donc, il n'existe aucune indication pratique largement acceptée pour débuter une VNI lors d'un épisode aigu d'asthme. L'initiation de la VNI va être réalisée et bien, on peut réaliser on peut débuter cette VNI, mais l'indication de la ventilation mécanique invasive ne doit pas être retardée. Là, je vous ai mis quelques indications à commencer une ventilation, une VNI chez un patient asthmatique. Par exemple, si on est devant une fréquence respiratoire élevée avec une tachycardie, mais il faudra un rapport P sur F supérieur à 20 avec une hypercapnie inférieure à 60, on peut tenter une VNI. Sinon, il faudra intuber ces patients directement. S'il te plaît, si tu peux passer. Euh, En plus, il y a plusieurs effets. Donc,
pour les patients asthmatiques, probablement qu'il faudra faire de l'OHD. Pourquoi? Parce que physiologiquement c'est plus justifiable. Ça va permettre d'améliorer la cohérence mucociliaire par ce mélange d'air et d'oxygène réchauffé et humidifié. Donc, ça va permettre d'éliminer les bouchons. Ça va avoir un confort pour le patient parce que on va avoir moins d'irritation nasale, moins d'irritation de la muqueuse et les canules elles sont plus supportées que le masque de la VNI. Ça va permettre d'améliorer les échanges gazeux parce que le débit élevé généré crée une réserve d'oxygène qui diminue la réinhalation de CO2. Ça va encore nous permettre de réduire le travail respiratoire grâce à son effet de contention et d'oxygénothérapie à haut débit qui va lutter contre la résistance au niveau des voies aériennes et elle aura un effet PEP. Mais là aussi, sur les différentes études, ça reste controversé. On peut passer, s'il te plaît. Donc, là, la décision d'intuber nos patients va être clinique. Mais ça va prendre en compte les résultats de la gazométrie et l'aggravation prévue de l'état du patient. Mais il y a quand même des indications formelles à intuber notre patient d'emblée, notamment un arrêt cardio-respiratoire, un arrêt respiratoire, le coma, un patient qui gaspille. Et chez ces patients, l'intubation nécessite une induction en séquence rapide avec l'utilisation de canules ou de sondes d'intubation de plus gros calibre pour ça va nous permettre d'aspirer, de faire des bronchoscopies et même utiliser des débits assez élevés. On peut passer, s'il te plaît. Donc, les points clés de la ventilation mécanique, qu'elle soit utilisée d'emblée ou après échec de la VNI ou de l'oxygénothérapie à haut débit, c'est qu'il faut tenir compte du degré de résistance des voies aériennes. Il faudra évaluer l'hyperinflation dynamique et l'impact de notre ventilation sur l'hyperinflation dynamique et tenir compte aussi de la permissivité ou on va dire, l'hypercapnie permissive qu'on verra tout à l'heure. S'il te plaît, tu peux passer. Donc, avant de discuter la ventilation mécanique, eh bien, il faudra intuber ces patients. Avant l'intubation, on préoxygène si on a le temps avec, bien, selon le mode qu'on maîtrise le mieux. Bien sûr, attention à la pression positive délivrée aux patients après la ventilation mécanique invasive qui pourrait induire une hypotension artérielle au cours de l'intubation. Et donc, l'état hémodynamique du patient doit être optimisé avant l'induction, que ce soit par une expansion volumique, mais on peut aussi utiliser des supports vasopresseurs, notamment la noradrénaline. On peut passer, s'il te plaît. Donc, après l'intubation, on se demande quel est le mode ventilatoire le plus recommandé. Eh bien, ce qui est recommandé, c'est le mode de ventilation contrôlé. Pourquoi? Bien, vous voyez à gauche, il y a les schémas qui représentent les courbes de pression, de débit et de volume chez des patients ventilés en ventilation contrôlée. Et à droite, c'est un patient ventilé en vague. C'est toujours le même patient, mais on va voir les différences tout de suite. Donc, à gauche, ce patient présente un bronchospasme sévère avec des pressions crêtes élevées à 80, comme vous le voyez, donc il a des pressions crêtes élevées. Au début, sur la figure A, on a essayé de régler la pression maximale basse à 40. Et donc là, notre patient ne recevait que 270 millilitres de volume, ce qui était faible et ce qui entraînait une hypoventilation alvéolaire. Par contre, sur la courbe B, là, on a réglé la pression maximale à 80. Notre patient reçoit 450 millilitres de volume, donc on est bien. Et en plus, sa pression plateau, elle reste à 20. Après l'instauration de la ventilation, le traitement médical, etc., notre patient s'améliore, la pression crête, elle passe à 50 sur la figure C. Et là aussi, notre patient, il reçoit 452 millilitres de volume toujours avec une pression plateau à 20.
Donc, si on... non, 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 tu peux laisser. Donc, par contre, si tu peux, s'il te plaît, revenir sur la diapo d'avant. Donc là, si on ventile notre patient en pression contrôlée, comme vous voyez sur le schéma à droite, eh bien, on a les mêmes constats au début. En figure A, on règle la pression à 40, on va avoir 270 de volume courant, comme au début. Si on, le règle si on règle la pression maximale à 80, là, notre patient va être bien avec 450 millilitres de volume courant. Mais il y a une première remarque, c'est qu'en mode pression, eh bien, la pression plateau ne peut pas être mesurée. Ainsi, s'il y a des potentiel d'une augmentation de la pression plateau, notamment un pneumothorax ou un piégeage d'air, eh bien, on ne peut pas l'identifier facilement. Et il y a une deuxième remarque sur le schéma C qu'on voyait, c'est toujours le même patient, mais qui s'améliore. Sa pression crête, elle passe à 50, mais nous avons toujours notre réglage de pression maximale à 80, ce qui peut être dangereux parce que là, vu que la compliance s'améliore, notre patient s'améliore, il peut recevoir jusqu'à 1 litre de volume courant, ce qui peut aggraver un barotraumatisme ou provoquer des pneumothorax. Il peut passer. L'objectif des réglages ventilatoires est de lutter contre ce phénomène d'hyperinflation dynamique. Mais avant, il faudrait déjà l'évaluer et l'estimer. Plusieurs méthodes ont été proposées dans la littérature. La méthode la plus utilisée, c'est le test d'occlusion télé-expiratoire. Comment on va faire? C'est qu'on va appuyer sur la fonction pause expiratoire sur le respirateur au moment de l'expiration, comme vous le voyez en haut et à gauche, avant la prochaine inspiration. Ça va durer entre 20 et 30 secondes. Idéalement, bien sûr, le patient doit être sédaté, adapté au respirateur, parce que les efforts musculaires peuvent fausser cette mesure d'autopèpe. Donc, le respiration, il bloque l'air et après, on va voir une ascension qui monte jusqu'à une pression plateau. C'est la pression expiratoire positive totale. Et donc, c'est la somme entre la pression externe qu'on a délivrée et l'autopep. Donc, ça va nous permettre de gérer notre autopep. Si on peut passer, s'il te plaît. Quels sont les déterminants de l'autopep? C'est principalement la constante de temps qu'on va voir tout de suite, le volume courant, la fréquence respiratoire et le rapport I sur E et le phénomène de limitation de débit. Si tu peux passer. Donc, pour la constante de temps, eh bien, c'est un paramètre mécanique du système respiratoire qui décrit la vitesse à laquelle un alvéole ou un territoire pulmonaire il se remplit ou se vide. Donc, chez les patients en troubles ventilatoires obstructifs, on va avoir une augmentation des résistances et ça va entraîner l'augmentation de ce temps parce que le temps, cette constante de temps, elle est égale aux résistances fois la compliance. Et si c'était juste un exercice, c'est un petit exemple d'un patient. Si, bah, pour conclure, c'est juste s'il y a une résistance plus élevée, eh bien, on va avoir le temps pour l'expiration va être plus long. Comment faire en pratique pour... Non, non, si tu peux laisser, s'il te plaît, merci. Donc, non, si tu peux laisser la diapo d'avant. Comment faire en pratique pour essayer d'éliminer cet excès de volume? Eh bien, même s'il y a une augmentation de la résistance, on peut diminuer la fréquence respiratoire pour laisser plus de temps à l'expiration. On diminue le volume courant pour avoir moins de volume à expirer et on augmente le débit inspiratoire pour réduire le temps inspiratoire et ça nous donne plus de temps à l'expiration. Si tu peux passer, s'il te plaît. Merci. Donc là, ça démontre juste que si on augmente la ventilation minute, vous voyez ici à gauche, la ventilation minute augmente de 10 à 16, puis à 26. Si on l'augmente, on va aggraver l'hyperinflation dynamique. Mais à droite,
on a une ventilation minute stable à 10. Si on diminue, pardon, la fréquence respiratoire, eh bien, on va constater une baisse de la pression plateau, mais aussi une baisse de l'auto-PEP. Si tu peux passer. Donc, probablement, on doit privilégier une ventilation minute faible avec ce qui va nous permettre d'éliminer l'excès de volume ou l'auto-PEP. Donc, sur cette diapo, c'est toujours le même patient. À gauche, on l'a ventilé avec 24 cycles par minute et un rapport I sur E à 1 sur 1. Regardez comment se comporte le patient sur la courbe de volume. Eh bien, euh, avant que la courbe de volume ne soit, eh bien, qu'elle ne revient à la ligne de base, on va avoir un nouvel cycle respiratoire, une nouvelle inspiration. Et donc, le poumon va garder un volume d'air qui va s'aggraver au fur et à mesure. C'est ce qu'on va appeler auto-PEP. Mais pour le patient, c'est toujours le même patient, pour la ventilation qu'on avait exercée sur ce patient à droite, eh bien, on l'avait ventilé à 14 cycles par minute avec un rapport I sur E à 1 sur 5. Donc, vous voyez que le volume, il revient à sa valeur de base avant de déclencher un nouvel cycle et ça nous permet d'avoir moins d'autopep et moins d'hyperinflation mécanique. Si tu peux passer, s'il te plaît. Donc là, c'est une étude assez ancienne de 2017 qui a été réalisée sur 8 patients en troubles ventilatoires obstructifs et ils avaient une PEP intrinsèque d'au moins 5. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait appliqué une PEP externe et qu'on l'avait augmentée progressivement. Il y avait 3 types de réponses, mais chez certains patients, plus on augmentait la PEP, plus il s'améliorait. Il s'améliorait en termes de pression plateau et de capacité résiduelle fonctionnelle. Chez d'autres patients, plus on augmentait la PEP, ils avaient tendance à exploser. Et donc, le message, c'est qu'il faut titrer votre PEP. Il n'y a pas de PEP idéal, il n'y a pas de golden PEP, mais il faudra la titrer au fur et à mesure. Chez les patients en troubles ventilatoires obstructifs, il ne faudra pas titrer que la PEP. Il faudra avoir un bon rapport I sur E, un bon volume courant. Ça va dépendre du patient, de la compliance, de ses antécédents, etc. Donc, c'est une ventilation qui va être en fonction des patients. Donc, malgré cette observation, non, non, tu peux laisser s'il te plaît. Malgré cette observation, ils ont recommandé d'augmenter progressivement la PEP. On commence à 0 et on l'augmente progressivement jusqu'à atteindre une PEP à 5. Par contre, si on essaie d'augmenter la PEP et on se retrouve avec une ascension de la pression plateau, là, il faudra, surtout au-dessus de 30, là, il faudra arrêter notre titration. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc, en conclusion, la bronchoconstruction va être associée à une hyperinflation dynamique avec toutes les complications derrière. Et donc, l'ajustement de ces réglages ventilatoires consiste la base de la prévention de l'apparition d'une autoPEP. Donc, comment régler un autoventilateur? On va cibler un volume courant initial entre 6 et 8 du poids idéal. La ventilation minute, elle doit être ajustée pour permettre une durée suffisante à la phase expiratoire avec un rapport I sur E supérieur à 1,3 à 1,4, une fréquence respiratoire basse pour permettre une expiration plus lente, un débit inspiratoire plus élevé. Et enfin, il faudra commencer avec des PEP à zéro qu'il faudra titrer et faire augmenter au fur et à mesure, tout en surveillant la pression plateau, mais aussi l'état hémodynamique du patient. Tu peux passer, s'il te plaît. Je vais finir sur la prochaine diapo. Donc là, même bien, quand on ventile ces patients avec ces paramètres-là, on va diminuer notre ventilation minute. Et donc,
ça va entraîner une hypercapnie. C'est ce qu'on appelle l'hypercapnie permissive. Parce qu'en fait, à la phase initiale, la ventilation mécanique invasive doit viser... Non, non, laisse, tu peux laisser celle d'avant. Celle d'avant, s'il te plaît. Notre ventilation invasive, elle va, ce qu'on va faire, c'est bon, tu laisses. Donc, avec la ventilation invasive, au début, on va pas essayer de normaliser la capnie, mais on va essayer de diminuer l'hyperinflation dynamique. C'est pour ça qu'on parle d'hypercapnie permissive. Mais cette hypercapnie permissive, jusqu'à quelle limite? Comment la surveiller? Donc, déjà, depuis plusieurs années, on s'intéressait au pH, non pas à la PaCO2. Donc, on l'a surveillé par le pH qui devait être supérieur à 7,15 jusqu'à 2017. C'était les recommandations qui étaient sorties en 2017 à gauche. À droite, c'est plutôt les recommandations récentes de 2025 et actuellement, c'est plus précis. On va essayer de cibler un pH entre 7,25 et 7,30 chez ces patients pour avoir une hypercapnie permissive. Merci. Donc, pour conclure, eh bien, juste pour récapituler, pour les patients BPCO, on va opter principalement pour une VNI. Les patients asthmatiques, ça va être surtout une OHD parce que la VNI n'a pas un grand intérêt vu que ces patients vont être hypoxiques, pas hypercapniques. Et en plus, il faudrait bien régler nos paramètres du respirateur en fonction des patients. Merci. Merci, cher maître professeur Kier, de nous avoir honorés et de faire de notre série Trady Pulse un succès qui se pérennise grâce à cette brillante présentation qui nous a rappelé les principes fondamentaux de la ventilation artificielle euh, Ouais. et aux troubles ventilatoires obstructifs dans une approche physiopathologique que je trouve très élégante. Beaucoup d'aspects éclairés avec des preuves franchement solides et des sujets finalement toujours en controverse, notamment la VNI chez les patients en troubles ventilatoires asthmatiques, en troubles ventilatoires obstructifs, et particulièrement chez les patients asthmatiques, Ouais. chez qui le trouble ventilatoire est assez similaire finalement avec la BBCO, mais les résultats ne Donc, pas les semblent mêmes. pas Ouais. être franchement convaincants. Donc merci encore pour votre partage et le partage de votre savoir et de votre expérience. Et sans plus tarder, je commence à prendre les questions de l'audience avant de pouvoir poser moi-même quelques questions. Une première question, peut-être au sujet de la ventilation des troubles ventilatoires obstructifs en opératoire. On s'éloigne un petit peu des exacerbations, mais cette fois-ci peut-être dans une approche un peu plus préventive. Et finalement, une question qui est axée sur le mode ventilatoire. Existe-t-il une préférence ou des recommandations claires au sujet du choix entre un mode volumétrique et un mode barométrique quant à l'impact de ces modes-là sur la mortalité ou la morbidité tout court et sur la survenue de complications relatives à ces deux affections euh, en opératoire et en périopératoire finalement? Eh bien, donc, pour répondre à votre question, le choix du mode volumétrique a quelques effets bien physiologiques et le mode barométrique donne souvent des pics de pression plus basses. On va dire que une meilleure compliance dynamique et parfois une meilleure oxygénation. Mais les études randomisées n'ont pas montré de réduction claire et, de la morbimortalité, notamment que ce soit de la mortalité, les barotraumatismes, les complications post-opératoires. Ça va être uniquement lié au en pratique, chez les patients obstructifs, que ce soit BPCO ou asthmatique, ce qui compte le plus souvent, c'est le réglage d'un volume courant faible, une expiration plus longue, une fréquence respiratoire basse, une surveillance de l'autopep et une hypercapnie
permissif si on peut la faire. Je pense que le choix du barométrique pourrait être si vous cherchez à limiter des scélérons. Merci, professeur, pour la réponse. Donc, finalement, je crois qu'il faudra mieux faire avec le mode qu'on maîtrise le plus pour éviter les complications chez nos patients. En fait, on a une autre question sur le chat qui dit, est-ce que le risque des barotraumatismes en ventilation mécanique est déterminé plutôt par la pression plateau ou par la pression crête? Bah, bien sûr que ça va être déterminé par la pression plateau. Comme vous avez vu sur la diapo qu'on avait passée tout à l'heure, on respectait des pressions crête jusqu'à 80, mais pour les pressions plateau, dès que ça dépasse les 30, ça peut être grave. Très bien. Donc, on a d'autres questions sur le chat. Alors, chez un patient qui vient pour une exacerbation de BPCO en coma hypercapnique, est-ce qu'on passe directement à la ventilation mécanique invasive ou on essaie quand même la VNI, même s'il est en GCS inférieur à 8? Et bon, euh, chez les patients en trouble de conscience hypercapnique secondaire à une exacerbation de BPCO, c'est la seule, euh, c'est la seule indication de la VNI chez les patients en trouble de conscience. Donc, même s'ils sont en trouble de conscience, on peut tenter une VNI parce que ça permet d'améliorer la capnie assez rapidement et récupérer un bon état de conscience. Mais les études ont été faites surtout avec des patients qui ont un GCS entre 11 et 13. Inférieur à 8, je pense qu'il faudra les intuber d'emblée. Très bien. Je rebondis un peu sur cette réponse et tu me permettras d'enchaîner avec la question suivante. Euh, Dans mon humble vécu, j'ai eu à ventiler des patients en troubles ventilatoires obstructifs aigus exacerbés aux urgences par de la VNI, mais c'était plutôt expérimental dans le sens où c'était un choix de préoxygénation avant l'intubation. Ouais, Et chez ces patients qui étaient en trouble de conscience majeur avec un Glasgow parfois à 3, eh ben, le fait de subluxer la mandibule, de libérer les voies aériennes, d'appliquer une PEP, une ventilation spontanée, qui restait finalement résiduelle chez ces patients qui étaient en pré-arrêt respiratoire, eh ben, le fait d'appliquer une ventilation non invasive me permettait de récupérer des patients et d'éviter l'intubation, ouais, car je voyais qu'il y avait une réponse franche et immédiate de cette assistance non invasive, ouais. mais ce n'est pas une règle. C'est-à-dire que Oui, je c'est ce continue. que j'ai dit. C'est la seule indication où on peut Absolument. tenter une VNI avec un trouble de conscience. Mais après, il faudrait plus d'études pour avoir des conclusions euh, claires. Mais Et après, d'ailleurs, oui, ouais. je suis d'accord. Dès qu'on met la VNI, des fois, on se retrouve avec une amélioration spectaculaire. C'est franchement une population assez hétérogène. La réponse à ce type de soins On est, avait dit que la ventilation, elle doit être, on ne doit pas avoir cette la ventilation d'un patient asthmatique ou la ventilation d'un patient BPCO qui est systématisée. C'est interindividuel, c'est très hétérogène parce qu'il y a la réponse du traitement qui va être variable en fonction des patients, la compliance, l'amélioration. Donc, c'est très hétérogène et c'est pour ça que même la ventilation doit être adaptée, doit être modifiée en fonction des patients. Merci pour cette belle conclusion au sujet de la VNI. Au-delà de la VNI, finalement, et au-delà même de la ventilation invasive mécanique classique, la question qui suit, elle se pose au sujet de l'échec de cette technique-là et à quel moment est-ce qu'on va indiquer une assistance extracorporelle type ECMO, véno-veineuse, chez ces patients? Est-ce que les critères EOLIA s'appliquent à ces patients-là ou est-ce que vous avez d'autres critères qui sont propres aux troubles ventilatoires obstructifs? Bah, pour être simple, les critères Eolia doivent être la règle. Mais après, chez ces patients-là, si ils sont intubés
avec une ventilation optimisée, un traitement médical, on va dire là aussi bien conduit, devant ce qui peut nous poser problème, c'est que on va avoir soit de l'acidose réfractaire, soit une hypercapnie qui est résistante, on n'arrive pas à la faire baisser, ou un barotraumatisme majeur, parce que le poumon, il est vraiment altéré. Et donc là, chez ces patients-là, on peut proposer une ECMO veineuse. Après, bah, toutes les autres indications on peut les superposer à ces patients. On les utilise quand même et c'est quoi leur intérêt? Les deux principaux hypnotiques qu'on pourra utiliser, c'est la kétamine ou l'étomidate. Mais après, on peut même utiliser du propofol à faible dose. Mais la kétamine, c'est ce qui est recommandé parce qu'elle a un effet bronchodilatateur. Même pour la sédation, on peut l'utiliser à faible dose parce qu'elle va avoir un effet opératoire, surtout au bloc. Mais pour la sédation en continu, bah, j'ai pas d'expérience sur Je ne pourrais pas vous répondre sur cette Entendu. question. Bon, Peut-être une et- question pour la route. De- ouais, euh, allez-y. comment procédez-vous au soignage ventilatoire de ces patients-là Vous m'entendez toujours? Absolument. Oui, on t'entend. Donc, bien, le sevrage peut être envisagé si on a l'amélioration du patient. On s'est dit, depuis tout à l'heure, on se dit que l'aggravation cliniquement et sur les critères gazométriques. Donc là aussi, le sevrage, c'est presque la même chose. Bon, il faut que le patient soit conscient, cliniquement, neurologiquement, il doit être conscient, avec une meilleure stable sur le plan hémodynamiquement, avec des faibles doses de noradrénaline. Je voudrais dire que euh, on pourrait calculer sa charge expiratoire et donc on pourra calculer l'autopep et se retrouver avec une autopep qui s'améliore, mais en plus faire des gazométries à répétition. On peut se dire qu'on est bien si on a une PaO2 supérieure à 60, avec une IFI2 inférieure à 40% et un pH supérieur à ça 30. Là, on peut se dire que probablement, chez ces patients-là, on peut tenter un arrêt de la ventilation. Mais comment faire? Ça reste un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs procédures. Il faudra refaire des gazométries chaque heure, voir est-ce que ces patients peuvent ventiler spontanément, est-ce que la fréquence respiratoire est stable et par rapport ici sur eux et 1 sur 3, 1 sur 4. Donc, il y a plusieurs paramètres qui vont nous permettre de dire est-ce que ces patients peuvent être sevrés. Mais ça principalement clinique et gazométrique. Très bien. Entendu. Et moi, j'ai une dernière question peut-être, parce qu'on c'est par rapport aux patients cérébrolésés. Euh, 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 vous pensez, ou bien il est recommandé à accepter un taux de pH à quel point, tout en respectant le trouble ventilatoire obstructif et qui est en même temps cérébrolésé? Est-ce que c'est les mêmes objectifs? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, chez ces patients, il faut respecter une hypercapnie permissible. Il ne faut pas être agressif
chez les patients en troubles ventilatoires obstructifs pour ne pas aggraver l'hyperinflation dynamique. Mais en cas ou chez les patients cérébrolésés, cette hypercapnie peut entraîner une vasodilatation au niveau cérébral et ça peut entraîner une augmentation de la pression intracrânienne. Comment faire? Il n'y a pas de solution miracle. Donc, il doit être maintenu aux alentours de 50. Mais après, euh, parce qu'elle doit être monitorée en continu, si on a une augmentation de la pression, même en cas permissif, on ne parle pas de PaCO2, on parle de pH. Donc, si on a un pH supérieur à 7,25 avec une pression intracrânienne stable, basse, inférieure à 20, on peut se dire, bah, il faut trouver un compromis entre les deux. On peut se dire que l'option peut gérer cette hypercapnie. Mais après, c'est difficile, c'est au cas par cas. Très bien. Eh bien, je pense que nous arrivons au terme de cette session consacrée. Pas de Non, 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 questions je pour pense que l'aéroport. on a été servi à foison et que tout Ben, le monde merci, est bien désolé, servi. ben, j'avais un petit souci Oui, oui, oui. de Aucun présentation, mais problème. après, merci à vous. Eh bien, nous arrivons finalement à terme de cette session qui a été consacrée à la ventilation au cours des exacerbations des troubles ventilatoires obstructifs en réanimation. On retient l'importance d'une stratégie ventilatoire individualisée, Ouais, c'est centrée sur la c'est limitation de l'idéal. l'hyperinflation dynamique et la prévention de l'autopep et la surveillance étroite finalement des effets secondaires systémiques, notamment hémodynamiques, avec une réévaluation continue au lit du malade, à la fois clinique et gazométrique. Et je remercie professeur euh, professeur Keir pour la qualité de l'intervention et la richesse de ses apports, à la fois scientifiques, mais aussi de son expérience qui impactera nécessairement notre pratique au quotidien. Je remercie également l'ensemble des participants pour la qualité des échanges, l'équipe de l'organisation et au final la SMAR et le club Eureka pour ce programme qui, je l'espère, se pérennisera dans les semaines et les mois à venir. Je vous souhaite une excellente continuation à tous et je vous Oui, donne et rendez-vous bravo pour l'organisation. Inch'Allah, et merci encore, merci pour tout. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Très bonne soirée. Au Au Bonne revoir. revoir. soirée tout le monde.